Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Océane Herrero. Bonjour, vous êtes journaliste et vous publiez aux éditions du Rocher le système TikTok, comment la plateforme chinoise modèle nos vies. Il faut savoir qu'il y a 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde, 20 millions en France. Et c'est un livre que je vous conseille, que je conseille à tous les parents et tous les adultes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'adultes vous-même qui utilisez ce réseau social et vous vous êtes intéressé à tous les aspects, le fonctionnement et puis les dangers, puisqu'on parle de dangers. L'actualité, c'est que dans plusieurs pays, les fonctionnaires ne pourront plus utiliser les réseaux sociaux étrangers pour limiter les risques d'espionnage. Et les fonctionnaires français, eux, sont interdits de TikTok, mais aussi d'Instagram. Donc, essayez de comprendre pourquoi et comment fonctionne ce réseau social chinois, parce que vous racontez aussi l'histoire du réseau. Alors déjà, votre enquête, elle est écrite à la première personne. Vous étiez allé à la rencontre d'une jeune femme pour lui parler plutôt de Facebook. Oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est rendu compte toutes les deux qu'on était utilisatrices de TikTok et qu'on découvrait des choses sur la plateforme dont on parlait pas forcément autour de nous, parce qu'il y avait quelque part un aspect où TikTok représente un petit peu une bulle intime pour les utilisateurs, et donc partager avec elle ce que je voyais, et elle m'a partagé. Parlez bien dans le rapprochez le micro, oui. Ce qu'elle vous a voyait. partagé ce qu'elle y Voilà. voyait. Et j'ai trouvé intéressant du coup d'explorer un petit peu avec elle et avec différents utilisateurs ce qu'ils trouvaient sur la plateforme et qu'est-ce qui faisait que elle avait le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Oui, vous dites, vous vouliez comprendre aussi comment TikTok arrive à comprendre ce que l'on a dans la tête. Et il y a cette phrase dans l'introduction, ça fait désormais 2 ans que j'utilise l'application et j'ai l'impression qu'elle sait tout de moi. Qu'est-ce que TikTok sait de nous ? En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est une application où on n'a pas forcément besoin de dire ce qu'on aime ou de suivre certains comptes pour avoir un fil qui va être automatiquement personnalisé. C'est-à-dire que l'application prend en compte différents facteurs c'est incroyable, c'est effrayant ça. qui montrent notre intérêt, le temps qu'on passe sur une vidéo, est-ce qu'on la like ou pas, est-ce qu'on revient dessus. Et le résultat, c'est un fil qui est très personnalisé et parfois qui donne parfois même l'impression de précéder les attentes qu'on a en termes de contenu et de ce qu'on veut voir. Donc il y a un côté un peu vertigineux aussi à avoir le sentiment d'être aussi bien connu par une plateforme. Parce que vous dites en fait même le fait de regarder le temps sur le temps que l'on passe sur une vidéo est comptabilisé et enregistré. Donc, l'intérêt que vous avez pu porter à cette vidéo. C'est le cas de YouTube aussi. Hein. C'est le cas de YouTube, c'est le cas de Facebook, c'est le cas d'Instagram. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Vous insistez justement sur la particularité de TikTok par rapport aux autres plateformes. La particularité, c'est que contrairement par exemple à Instagram, où la primauté est quand même donnée aux comptes auxquels on est abonné, qui sont généralement les comptes de nos amis, etc. TikTok ne prend pas ça en compte, ou en tout cas pas de manière aussi importante, et fouille en permanence sur l'intégralité des vidéos qui ont été postées sur Internet pour trouver celle qui sera, enfin en tout cas sur TikTok, pour trouver celle qui sera le plus pertinente à un instant T pour l'utilisateur. Et donc en fait on est en permanence dans cette découverte de tout ce qui peut nous correspondre le plus sur la plateforme. Donc c'est un petit peu la particularité, et toutes les autres plateformes sont un petit peu aujourd'hui dans une course pour répliquer ce modèle. Avec les réels de Facebook, par exemple. C'est ça. Sur Facebook et Instagram, Snapchat fait la même chose, YouTube a aussi fait des formats de vidéos courtes. Donc on est un petit peu dans une TikTokisation, disons, de l'écosystème des réseaux sociaux aujourd'hui. Mais pour reprendre ce que dit Valérie, ils sont pas pires que les autres, TikTok, si ? Alors, TikTok, disons, par exemple, les données qui sont collectées, c'est assez équivalent aux autres plateformes qu'on utilise au quotidien. Là où on fait des reproches, disons, supplémentaires à TikTok, c'est sur la question de l'addiction, étant donné que c'est de la vidéo très courte, donc c'est très immersif, les utilisateurs y passent beaucoup de temps, 1h30 en moyenne par jour. Donc il y a cette critique-là qui émerge, et une autre critique sur un autre volet un petit peu plus géopolitique, qui est que TikTok est une plateforme qui appartient à une maison mère basée en Chine, c'est ça, qui s'appelle ByteDance, et qui aujourd'hui pose des questions en termes de cybersécurité pour un certain nombre d'États, dont la France, donc qui a pris cette décision d'interdire à ses fonctionnaires l'usage de TikTok. La différence fondamentale, c'est effectivement que ce soit chinois
par rapport aux autres qui sont américains. Vous racontez d'ailleurs l'épopée, enfin, en un court chapitre, comment s'est constitué TikTok. Et dans la conclusion, la première phase de conclusion, c'est de dire que vous êtes arrêté, pas connecté pour écrire ce livre. Et vous dites que ça, à l'échelle d'une année, ça représente 23 journées de 24 heures passées sur TikTok. Oui. Il y a ce côté addictif aussi qui est très, très, que vous évoquez, hein, très important. Moi, j'étais assez rapidement happée par la plateforme parce qu'elle a un côté assez fascinant. On découvre énormément de choses et c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que si elle fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas que les utilisateurs ont l'impression de trouver sur TikTok qu'ils ne trouvent peut-être pas ailleurs. Et oui, après le livre, donc j'ai un petit peu posé l'application pour respirer. Il y a plusieurs aspects passionnants dans le livre. Le livre est vraiment passionnant parce qu'il y a l'origine, les dangers, mais il y a aussi, vous dites que c'est constitutif de notre individu, des individus en particulier, on pense aux plus jeunes. Et vous racontez le cas de Camille, qui est lesbienne, qui n'a pas d'amis lesbiennes dans la vie, mais qui sur TikTok n'a que des lesbiennes et que des contenus qui concernent les lesbiennes. Et ça, c'est assez fascinant. Et c'est une partie très privée de sa vie. Et c'est là où ça devient un peu flippant. Le tout sans qu'elle ait fait vraiment de recherche sur le sujet. C'est-à-dire que l'application a compris quelque part son orientation sexuelle d'une manière qu'elle-même a du mal à saisir. Et quelque part, l'application est pour elle un petit peu un refuge au lieu d'apprentissage aussi sur son relationnel, etc. Donc, voilà, c'est une plateforme où les utilisateurs ont l'impression de trouver ce type d'espace-là qui, du coup, est assez réconfortante quelque part. Oui, c'est ça, c'est réconfortant. Et puis, la plus grosse différence entre Instagram, Facebook ou Twitter, c'est que ces applications existent dans leur pays de naissance, les États-Unis, mais en Chine, on ne trouve pas TikTok. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les Chinois pour ne pas donner TikTok à leur peuple, alors que c'est créé par la Chine? En fait, ce qui est assez particulier, c'est que en Chine, ByteDance a également une application de vidéos courtes qui s'appelle Douyin. Ah oui, Douyin. Et la différence, c'est que Douyin est soumis pour le coup aux règles de la censure chinoise, à un contrôle beaucoup plus fort en fonction des règles, disons, politiques en fait, qui s'imposent en Chine. Et TikTok était un petit peu leur produit d'internationalisation, c'est-à-dire qu'on a rarement vu finalement une entreprise chinoise parvenir à exporter un produit aussi massivement, qui atteint un public aussi large que TikTok aujourd'hui. Et cette stratégie du coup de dédoublement a été la manière que ByteDance a choisi pour justement permettre cette expansion-là. Est-ce que vous savez qui publie en fait déjà vous, est-ce que vous avez déjà publié sur TikTok? Est-ce que ça vous a tenté? Et qui publie en fait les vidéos sur TikTok? J'ai essayé parce que je me suis dit que pour écrire, il fallait un petit peu connaître les deux versants, consommer de la vidéo et en produire. C'est assez intéressant parce que c'est assez aléatoire, c'est-à-dire qu'étant donné que les vidéos ne sont pas exposées à un public en fonction de qui sont nos abonnés, etc., on peut très bien avoir une vidéo qui va faire 20 vues et une qui va atteindre 100 000. Et du coup, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais des vidéos qui plafonnaient très bas et ensuite une qui a atteint 100 000 qui était Vous faisiez quoi dans celle à 100 000? Je faisais de l'actualité. Enfin, pour le coup, je voulais rester dans un rôle quand même journalistique et pas vraiment partager ma vie. Mais c'était vraiment pour tester, disons, l'algorithme et le fonctionnement de la plateforme. Donc c'est ce que j'avais essayé. Pour ce qui est des personnes qui postent, c'est de plus en plus de gens aujourd'hui, énormément de jeunes, aussi des personnes qui partagent leur profession. On trouve des pêcheurs, on trouve des boulangers qui partagent des choses sur leur. Et ça, c'est de la matière gratuite. Il n'y a pas de rémunération avec TikTok, comme sur YouTube ou Facebook. Il y a un système de rémunération qui évolue avec le temps et qui a été renforcé dernièrement pour favoriser les vidéos un petit peu plus longues. Donc on voit aussi que TikTok, par la rémunération, essaye d'amener ses créateurs à publier. On peut gagner combien ? Alors aujourd'hui, on s'est estimé en fonction du nouveau système de rémunération, 1 euro pour 1000 vues. Pour une vidéo d'1 minute et plus, donc c'est pas mal. C'est pas mal quand on arrive à 100 000. Vous parlez aussi du rêve américain, de ce que ce réseau a promis à des gens, c'est-à-dire de devenir célèbre en très peu de temps. Et ça change aussi beaucoup. Ça change beaucoup la donne aussi, l'attractivité du réseau. C'est ça, c'est qu'en fait la promesse quelque part de TikTok, c'est que
potentiellement tout le monde a dans son téléphone la vidéo qui va devenir virale et pourra du coup atteindre une célébrité peut-être éphémère, en tout cas une forme de célébrité en postant et c'était une volonté assez délibérée des équipes de TikTok de justement promouvoir ces success stories, de montrer qu'il y a des personnes qui sont parties de rien et tout d'un coup sont devenues des stars et par exemple la personne la plus suivie de la plateforme qui est Kabilam, qui habite en Italie, est un petit peu l'exemple de ça. Il était sans emploi au moment où il a commencé. Maintenant, Et il publie quoi, lui ? Il publie des vidéos humoristiques. Oui, vous savez, c'est cette personne qui prend, qui simplifie un objet, alors qu'on vend un objet compliqué sur c'est toujours lui le plus suivi sur TikTok. Et il y a aussi, il y a tout un chapitre qui est consacré à la pandémie, c'est-à-dire que la pandémie a été une aubaine pour TikTok. Et TikTok, ce réseau qui au départ était du breakdance, enfin de la danse, je ne sais pas si ça existe encore, breakdance, des vidéos, en tout cas, des chorégraphies, de chorégraphie, et puis avec des incitations à 5 € si vos amis, ça j'ai découvert ça dans le livre, si vos amis s'inscrivaient, vous pouviez toucher 5 €. Mais la pandémie, ça a fait exploser le réseau. C'est ça, les gens avaient besoin d'une escapade, d'un sentiment un petit peu d'évasion et la plateforme permettait ça, découvrir des recettes, des chorégraphies, avoir un sentiment de communauté qui est aussi très fort sur TikTok. Est-ce que maintenant la Chine essaye d'en faire un outil politique en diffusant des propos ou des vidéos concernant, je sais pas, la Chine ou autre, ou pas du tout ? Alors, c'est quelque chose qui est très surveillé, étant donné que évidemment TikTok sait qu'ils sont très attendus sur ce sujet-là. Moi, dans les entretiens que j'ai menés et dans mon expérience personnelle de l'application, on n'est pas bombardé de propagande chinoise et personnellement, j'en ai jamais reçu spontanément. Donc, c'est pas quelque chose d'aussi, d'évident, disons, à démontrer. Et en l'état, il est difficile de dire que la Chine utilise TikTok comme, disons, cheval de Troie pour pousser des contenus d'ordre politique. En revanche, voilà, ce qui inquiète aujourd'hui les responsables politiques occidentaux, c'est cette potentialité, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'une des plateformes les plus utilisées vient de Chine. Et quelque part, ils s'interrogent sur la conséquence que ça peut avoir d'avoir donné l'infrastructure, disons, du dialogue à justement une entreprise basée en Chine. Alors, je ne sais plus si c'est dans votre livre que je l'ai lu ou sur les réseaux, parce qu'on parle beaucoup de TikTok en ce moment, ou en Espagne, c'est devenu, il y a deux journalistes qui ne communiquent, qui ne font que les infos sur TikTok, et c'est un compte qui explose parce que c'est aussi un moyen pour les jeunes de s'informer. Oui, de plus en plus. Et là, il y a un danger parce qu'il n'y a pas de contrôle du tout sur ce qui est dit. Il y a ce chapitre fascinant aussi sur cet homme qui s'intitule « Ce que veulent les hommes » de ce type Andrew Tate qui produisait des contenus très masculinistes et très misogynes. On dit alpha. Alpha, excusez-moi, je suis de la vieille école. Et donc, c'est une histoire assez édifiante aussi que celle d'Andrew Tate, qui d'ailleurs a été arrêté depuis. Qui a été arrêté, oui. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point il a pu pousser le système de viralité et le mettre à profit. Donc ça pose des questions sur la question de la désinformation. L'ARCOM avait sollicité annuellement les plateformes pour qu'elles fassent un état des lieux, des moyens qu'elles mettent en place contre la désinformation. Et cette année, TikTok a été très insuffisant selon l'ARCOM dans sa déclaration. Donc voilà, il y a des garanties. Est-ce qu'il y a moyen de contrôler ? Est-ce qu'il y a moyen de plus de contrôle ? Un certain nombre de plateformes mettent en place des systèmes afin de vérifier et contrôler un petit peu les informations qui circulent. Mais sur ce volet-là, en tout cas, TikTok... Mais vous montrez bien aussi qu'ils font les règles qu'ils veulent. Ils font des règles et puis après, c'est suffisamment vaste pour pouvoir les contourner. En tout cas, c'est un livre que je conseille à tous les parents, encore une fois, parce que vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Ça reste un peu mystérieux. Il y a une génération... Moi, je ne m'y suis pas comme la mienne qui ne va pas sur TikTok, et de comprendre ce qui s'y fait, ce qui s'y passe, et puis les dangers, encore une fois, sur la construction de l'individu, et puis sur la manière dont cette plateforme s'est constituée. Donc, et vous dites c'est un véritable précédent dans l'histoire des technologies, puisque aucune autre n'avait réussi à ce point sa globalisation en contournant le Great Firewall. Bravo, en tout cas, c'est Anne
Herrero, merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Le système TikTok, comment la plateforme chinoise modèle nos vies, c'est aux éditions du Rocher. Merci à vous et nous on se retrouve demain.